Merci, Monsieur le ministre, pour ces réponses. Avant que vous puissiez conclure notre rencontre très constructive de ce jour, j'aimerais vous parler de mon voisin. Parce que vous avez dit que vous êtes le ministre du Logement, mais aussi vous voulez être le ministre de la Rénovation. Mon voisin, je dirais son prénom, il s'appelle Monsieur Clermont, Monsieur et Madame Clermont, 75 ans, agriculteurs à la retraite. Ils sont propriétaires de leur logement. Bien évidemment, leurs enfants qui habitent à côté d'eux ne travaillent pas, eux-mêmes habitent dans des maisons en cours de finalisation. Et on leur avait proposé ce fameux dispositif dont on a parlé en début de séance, 199-22-C, qui était effectivement un dispositif pour la réhabilitation et la fiscalisation du logement social collectif, mais qui avait été apparemment, selon l'analyse de Bercy, un abus de droit, et ça permettait de rénover l'habitat social individuel. Monsieur Clermont et Madame Clermont n'ont pas les moyens de mettre 4 000 à 5 000 euros pour participer à la rénovation de leur logement. Et le dispositif qui fonctionnait bien, qui fonctionne bien en Guadeloupe ou ailleurs, Martinique ou ailleurs, je l'ai vu de mes propres yeux à plusieurs reprises, permettait à ce type de personnes, pendant 5 ans, de donner 50 euros par mois, de vendre leur logement, de le reprendre en location pour 50 euros par mois et de redevenir propriétaire au bout des 5 ans. Et entre-temps, on leur rénovait leur maison pour 20 000 à 30 000 euros parce qu'ils n'ont sinon aucune alternative aujourd'hui possible pour rénover leur logement. Il y a, vous le savez, on en a déjà parlé, 400 dossiers dans les tuyaux qui sont en attente, bien évidemment, d'aboutissement. Mais comme Bercy a mis une forme de fatwa en disant c'est un abus de droit et que ça ne devrait pas avoir lieu. D'ailleurs, que les opérations déjà réalisées, il va peut-être Bercy les remettre en cause et poursuivre les contrevenants d'un camp qui ont bénéficié de cette rénovation et les organismes de fiscalisation. Il y a des incertitudes fortes. Vous avez indiqué effectivement que 2020, avec la PL accession ou d'autres dispositifs, pourrait être une réponse, mais ça nous paraît être très lointain pour ces personnes de 75 ans. Dans la santé, les conditions de vie sont limites. Monsieur le ministre, c'est un dispositif qui, de façon pragmatique, permettait la rénovation de l'habitation sociale individuelle indigne. Et aujourd'hui, on a arrêté ce dispositif et on n'a pas de réponse alternative depuis trop longtemps. Je fais appel à la sensibilité que j'ai ressentie aujourd'hui, que j'avais déjà ressentie hier de votre part sur ces problématiques de rénovation de personnes qui n'ont pas les moyens de mettre ne serait-ce que 4 ou 5 000 euros pour leur apporter une réponse, si possible, plus rapidement que les délais que vous avez indiqués en début de réunion, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La situation que vous décrivez, malheureusement, c'est une situation qu'on rencontre énormément dans beaucoup de nos territoires de la République, qui est la question du reste à charge dès lors que vous voulez faire des travaux de rénovation. Je crois d'ailleurs que le vrai sujet aujourd'hui dans tous ces sujets de rénovation, c'est surtout pas d'aborder le sujet en se disant nos systèmes sont trop compliqués, il faudrait faire un guichet unique, tout ça est inaccessible, etc. Moi, je pense qu'il y a vraiment une chose à faire, c'est toujours se demander comment nos concitoyens peuvent avoir accès à des dispositifs où, à la fin des fins, le reste à charge soit conforme avec les capacités de financement. Et c'est parfois quelque chose qu'on a trop souvent oublié dans toutes ces politiques publiques. C'est ça le sens du remettre l'humain au centre de tout du président de la République. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une palanquée de dispositifs si à la fin, ces dispositifs, ils ne sont pas accessibles parce qu'il reste X milliers d'euros qui ne sont pas finançables par la personne qui veut faire les projets, elle est belle l'affaire. Moi, j'ai énormément d'exemples très concrets. J'étais à Compiègne, à côté de Compiègne, il y a 72 heures,
une famille de retraités modestes, peut-être un tout petit peu plus jeunes que monsieur et madame Clermont, mais avec des problèmes de santé parfois, et qui ont fait un projet de rénovation de leur maison en termes d'adaptation de rénovation énergétique, 54 000 €. Et à la fin des fins, parce qu'on était 8 opérateurs à intervenir, l'État, les collectivités locales, des associations, 8 opérateurs quand même, hein, le reste à charge n'était que de 4 000 €. Et ça, c'est parce qu'on a su se regrouper les uns avec les autres pour pouvoir offrir cet accompagnement. Donc c'est le aller vers et le reste à charge le plus bas. Je crois que c'est ça les deux maîtres mots. Alors après, dans le aller vers, c'est toute notre organisation territoriale et surtout pas se dire qu'il y a un schéma magique. Ça va dépendre des territoires. Il y a des territoires où ce sera une association comme Solia. Là, à côté de Compiègne, c'était le Secours catholique avec un formidable organisme qui s'appelle Ecohabitat. Il y en a d'autres où ce sera l'ANA directement. Il y en a d'autres, ce sera la plateforme qu'on a créée qui s'appelle FAIR, le 0808 8700, qui vous donne toutes les indications. Ça dépendra des cas. Mais c'est le aller vers. Et le deuxième, c'est le reste à charge, comment vous faites pour le diminuer. Et c'est là où j'en viens à votre point. Parce que c'est vrai que l'article 199 UC permettait justement de diminuer ce reste à charge. La question fondamentale, c'est est-ce qu'aujourd'hui... la question d'abord, c'est pourquoi ce dispositif qui est arrêté depuis 2019, mais enfin qui est de longue date, il est question qu'il s'arrête. Pourquoi ça a été arrêté? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était un dispositif où, dans certains cas, pas dans tous, hein, mais dans certains cas, vous aviez une efficacité qui était très contestable et vous aviez parfois des montants de défiscalisation qui étaient supérieurs au coût des travaux, très difficilement contrôlables. Et là, on est tous garants, absolument tous, de la bonne utilisation et évidemment des deniers publics. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, monsieur et madame Clermont, avec les dispositifs, notamment du crédit d'impôt de 2014, ou les dispositifs qu'on est en train de lancer, notamment l'année prochaine, avec par exemple le fait que le CITE ne sera plus un crédit d'impôt, mais une distribution de primes, auront un projet qui leur permettra d'être financés. C'est ça, moi, mon objectif. Je suis prêt d'ailleurs à ce qu'on travaille, parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie, hein, qu'on travaille sur le cas concret que vous évoquez, pour voir si les réformes, à la fois ce crédit d'impôt de 2014 et cette transformation en prime prévue l'année prochaine, est à même à la fin de permettre à monsieur et madame Clermont de faire leur projet de rénovation. Je serais ravi d'en discuter avec vous. Mais donc, comme vous voyez, moi, mon objectif, c'est à la fin, peu importe le dispositif, est-ce que le reste à charge, il est supportable ou pas? Je crois que c'est ça la bonne question de se poser et je suis prêt à le regarder avec vous. Merci beaucoup, monsieur le ministre, cher Julien Denormandie, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous point par point. Nous actons, mais nous n'en doutions pas, la connaissance précise de ces dossiers par vous et vos équipes, et puis la sensibilité importante que vous avez pour le logement, pour la rénovation et pour les Outre-mer. Je ne doute pas que vous ayez apporté toute réponse utile et nous confirmons votre volonté de pouvoir accompagner mieux les territoires ultramarins avec des dispositifs qui existent déjà, d'autres qui doivent être approfondis. Donc, au nom de la délégation aux Outre-mer, je vous remercie vraiment et donc nous restons en contact pour continuer à travailler dans l'intérêt du logement, de la rénovation et des Outre-mer. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Attention.